Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'assister à ce débat. Mon nom est Victoire Sato, je suis la fondatrice et la dirigeante de The Good Goods, qui est le média et le bureau d'expertise de la mode fondé sur des preuves. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de la problématique des déchets dans l'industrie textile. Je vous propose une petite mise en contexte pour démarrer. La production de vêtements dans le monde ne cesse d'augmenter. En France, on est à plus 7% sur les 3 dernières années. Dans le monde, selon l'organisme Refashion, ça correspond à 150 milliards de pièces qui sont produites chaque année aujourd'hui, dont 3 milliards en France. C'est énorme. Et ceci, si on continue à ce rythme, va être responsable d'ici à 2030 d'une augmentation de 50% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie de la mode, qui aujourd'hui est considérée comme étant la 7e plus polluante au monde, mais également une consommation supplémentaire de 35% des terres cultivables et de 50% d'eau. Ceci est notamment dû, j'imagine que vous en avez conscience, à l'émergence de la fast puis de l'ultra fast fashion, donc des vêtements produits en très grande quantité, de très mauvaise qualité, qui posent un problème notamment au moment de la production, de par la consommation énergétique qu'ils représentent, mais aussi parce qu'ils n'ont finalement pas de fin de vie heureuse. Ils sont très peu valorisés sur le marché circulaire, ils ne sont pas revendables et on les recycle difficilement. Donc globalement, on a un gros problème d'amont, d'hyperproduction, et un problème d'aval, de gestion de ces déchets. Alors il existe une voie pour nous éviter d'aller tout droit dans le mur, globalement, prendre un virage en épingle et puis rentrer dans une boucle un peu plus vertueuse. C'est la voie de la circularité, qui est un vaste mot, et qui ne serait pas seulement utile d'un point de vue économique, puisque le marché de la mode circulaire est aujourd'hui considéré comme un marché florissant, qui devrait, selon les estimations d'observatoires français, de l'Institut français de la mode, atteindre les 14 milliards d'euros en 2030, avec une croissance à 2 chiffres. Il a également donc un intérêt évidemment écologique, un fort pouvoir de décarbonation, mais aussi, on va en parler aujourd'hui, le pouvoir de structurer des activités, des filières industrielles locales, de retrouver une pérennité économique et un savoir-faire français qu'on peut faire rayonner à l'étranger. Alors cette croissance, néanmoins, cette hyper-croissance même, elle doit se structurer. Et pour ça, il faut qu'on accompagne donc le mass market, les grands groupes, les marques, à cette circularisation de leur modèle. Et cet accompagnement requiert plusieurs ingrédients, dont 2 principaux dont on va parler aujourd'hui. Premièrement, de combler le gap entre l'inspiration et l'action, avec des modèles vraiment très concrets de ce qu'on peut faire et de ce qui est faisable à l'échelle industrielle. Et deuxièmement, de faire en sorte de décloisonner l'ensemble de nos activités, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que l'industrie de la mode s'intéresse à l'industrie du déchet, qui jusqu'ici ne la concernait pas trop, a priori, et comment est-ce qu'on peut hybrider les différents génies, les cerveaux et la force industrielle et évidemment le pouvoir économique entre les activités. C'est, je pense, le but de ce salon, précisément la thématique sur laquelle on a insisté lors de cette édition. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans une conversation avec des expertes et des experts. Donc j'accueille avec grand plaisir Julien Achour, Emeline Baume, Atem Setkaoui et Jean Hénin. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter pour commencer ? Volontiers, donc Jean Hénin, je suis le président de Pelin-Questé. On fait des machines de tri qu'on retrouve beaucoup dans les centres de tri et centres de recyclage. Ok, on fait ça. Emeline Baume, je suis l'élue locale de l'étape, donc en charge de l'économie et des achats publics. Il y a des sujets textiles pour le territoire, celui-ci là, de la métropole de Lyon. Moi, c'est Atem Setkaoui, je suis directeur général de Rubo, une entité qui fait du conseil en optimisation et notamment sur le déchet textile. Mais je suis aussi, surtout, à ce titre, représentant de la branche de la Fédération de la mode circulaire sur la partie recyclage et industrie. Bonjour à tous, Julien Achour, je suis responsable d'une partie de l'économie circulaire à Decathlon, précisément sur la seconde vie. Je vous détaillerai peut-être tout à l'heure un petit peu ce que c'est. Decathlon, donc c'est un groupe que vous connaissez plutôt bien en France, mais qui exerce dans plus de 60 pays aujourd'hui, donc l'impact est majeur. Merci beaucoup. Atem, on va commencer par vous, si vous voulez bien, histoire qu'on parle le même langage aujourd'hui, puisqu'un changement sociétal passe par une mise en mots. Est-ce que vous pouvez nous faire schématiquement état des options circulaires qui s'offrent après la fin du premier cycle de vie d'un vêtement ? Finalement, la circularité dans la mode, qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait, aujourd'hui, pour remettre dans le contexte, il y a 92 millions de tonnes qui sont mises chaque année sur le marché. Et donc, du coup, on doit les recycler, les mettre en place sur un dispositif de récupération à partir du moment où elles ont eu un premier usage. Le marché de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation, de l'upcycling, de la location, tous ces aspects qui vont faire l'économie circulaire aujourd'hui ne commencent que par la prévention, l'éducation et la partie d'éco-conception. Donc on commence par là et par la suite, on va avoir, dans le cadre de ce qui peut être mis en place, éviter toute tonne qui va en enfouissement ou en incinération, éviter toute tonne qui a pour vocation d'être utilisée par une autre personne, donc refaire de la seconde main et un cycle de vie prolongé avec un produit qui a une durabilité. Et le troisième élément, à partir du moment où on aura, on va dire, mis en place tous ces aspects-là, on va redescendre dans le downcycling et on va faire du recyclage ou les voies les moins intéressantes pour la matière. Ça, c'est pour remettre en contexte. Le marché va évoluer d'ici 2030. Aujourd'hui, en France, par exemple, le marché de la seconde main, du réemploi, du recyclage et de la réutilisation, c'est à peu près 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et d'ici 2030, on va passer à 14 milliards. Donc ça veut dire que c'est un marché qui va progresser, mais qui n'a pas toutes les clés aujourd'hui pour aller à l'échéance qu'on se fixe tous ensemble, qui est de réduire, de réutiliser et de réparer, puisque l'activité de réparation fait partie aussi de la mode circulaire. Et on a tous connu des périodes où nos parents pouvaient remettre un bouton, refaire une fermeture éclair. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Il y a tout un mouvement qui se met en place. Et donc, du coup, aujourd'hui, la réparation, la réutilisation, l'upcycling, l'éducation dans les écoles de mode, de transformation des matières, d'utilisation de matières plus nobles, voilà, toute l'économie circulaire, comment elle va s'agréger. Et après, il y a un cycle dans lequel la seconde vie passe d'abord par la collecte. Donc, il va falloir améliorer la collecte, l'améliorer en qualité, en quantité et en organisation. Donc, le territoire parlera mieux que moi. Émilie parlera mieux que moi de ces aspects sur le territoire. Mais on a des plans d'action avec, que ce soit avec Refashion ou avec les collectivités territoriales, la mise en place de dispositifs qui vont permettre de doubler, voire de tripler la collecte pour pouvoir aller vers des massifications de volume qui vont permettre de mettre en place des outils industriels et d'avoir des cycles de revente de bonne qualité. Voilà. Et dans tout ça, on n'oublie pas l'économie sociale et solidaire, on n'oublie pas les acteurs historiques de cette filière, mais il va falloir industrialiser. Je vais reprendre assez rapidement, mais Refashion dit en France, on met 800 000 tonnes par an les nouveaux chiffres, 800 000 tonnes par an de textiles mis sur le marché. Sur ces 800 000 tonnes, le taux de captation actuel n'est pas suffisant puisqu'on est à 246 000 tonnes de mémoire qui sont captées sur ces 800 000 tonnes et avec une grande proportion qui part au réemploi puisque normalement le taux c'est 55-45, 55 en réemploi, 45 sur les autres filières. Donc recyclage, chiffon d'essuyage, partie enfouissement ou CSR, combustible solide de récupération. Et donc du coup, ces aspects-là vont mettre en lumière que d'abord on collecte mieux, plus, après on trie, et on va trier selon des critères. Ces critères-là vont permettre de revendre de la matière, des produits, et d'éviter toute tonne enfouie. Un centre de tri a un mécanisme qui permet économiquement de vivre, et une association caritative aussi, puisque c'est comment transformer le don en financier et qui permet d'accompagner par l'association à des actions solidaires, nourriture, habillement,
au logement, santé. Donc toutes ces actions que les associations elles le font par une rémunération ou par un don d'argent. Donc là, la rémunération sur le textile se fait par ce biais-là. Et après, on va descendre dans les grades où on va aller vers de l'exportation. Aujourd'hui, c'est le cas, puisqu'on ne peut pas, sur tout le territoire français et européen, revendre des produits qui vont pouvoir avoir une deuxième vie, mais qui n'ont pas aujourd'hui une application en France. Et par la suite, il va y avoir la partie qui est liée au recyclage. Voilà. Et différentes voies qui vont arriver. Alors, on va plonger dans tous ces sujets un tout petit peu plus tard. Juste avant, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de la maturité donc, industrielle et économique des différentes voies de revalorisation? Donc, on entend que le recyclage est dépendant d'abord de la collecte, ensuite du tri. On va rentrer dans le détail un peu plus tard là-dessus. D'après ce que je comprends, le réemploi à la seconde main est quand même, pour l'instant, le cœur du réacteur économique de ces 14 milliards. Effectivement, c'est le cœur du réacteur économique. Pour deux raisons. Un, parce que comme toute entreprise où on a une vocation d'avoir un revenu qui permette de financer des investissements. La maturité aujourd'hui du secteur, sur la collecte, on est, je ne vais pas être oiseau de mauvais augure, mais on a décliné sur la capacité de collecter. On était avant peut-être sur des schémas. Peut-être parce qu'on n'avait pas bien identifié les tonnages aussi, mais on a décliné sur la collecte. Donc, il faut investir sur la collecte et sur l'éducation, l'information et la communication. Deuxième volet, la maturité sur le recyclage des textiles, aujourd'hui, elle est balbutiante. Alors que on était auparavant des acteurs majeurs, comme certains autres pays européens, comme l'Italie, comme l'Espagne, qui avait cette vocation on avait des Montcourgé, des Amarandes, des sociétés, des SICAM, des Mino-Recyclages, des gens qui faisaient du recyclage, mais du recyclage sur du monomatériau, du recyclage sur de la chute de production, parce qu'il y en avait encore ici. Donc, quand vous êtes sur un modèle économique où la chute de production fait d'abord votre base d'alimentation de votre usine, vous garantissez un socle qui vous permet après d'aller chercher plus loin, et notamment la seconde main et la fin de vie des produits. Donc la maturité sur le recyclage est encore balbutiante. Elle est évolutive et innovante, puisqu'il va y avoir du recyclage chimique, du recyclage biochimique, du recyclage enzymatique avec des projets comme Carbios. Et vous allez avoir des nouvelles voies qui vont arriver à terme, qui vont permettre de faire d'autres choses et de fermer la boucle. Donc l'économie circulaire, c'est savoir la fermer pour refabriquer du fil. Et il y a de belles expériences en France actuellement. On y arrive. Avant ça, on a dit qu'on allait donner des exemples concrets, réjouissants, industrialisables et des modèles qui fonctionnent. Julien, je veux bien le retour d'expérience de Decathlon qui a été pionnier dans l'instauration d'un modèle de revalorisation par la seconde main de ses produits. Est-ce que peut-être vous pouvez commencer par nous donner la raison, le pourquoi de cette motivation au départ dans le groupe ? Alors au tout départ, en fait il y a très longtemps. Donc l'économie circulaire, ça naît chez nous dès le départ, parce qu'en fait pour pouvoir vendre un vélo, il était hors de question de pouvoir vendre un vélo sans qu'il soit réparable. Donc en fait les ateliers de réparation existent depuis que Decathlon existe. C'était juste le bon sens. Ensuite, ce qui s'est passé chez Decathlon, c'est que sous la forme de dépôt-vente, on offrait la possibilité 2 fois par an à des sportifs de venir déposer le matériel. Et si ce matériel était vendu, en fait, on leur offrait un bon d'achat valable chez Decathlon. Donc le modèle était tourné autour de l'intérêt de la visite en magasin pour reconsommer. Et c'est désormais quelque chose que j'arrête à la fin de ce mois-ci. Alors, est-ce qu'on peut faire un saut dans le temps, mais quand même revenir faire l'exercice de synthèse peut-être difficile, mais de l'historique de la mise en place de la seconde main à aujourd'hui un système digitalisé et qui est national puis international. Donc aujourd'hui, la clé motivationnelle, c'est plus la même. La raison de venir chez Decathlon, c'est de rencontrer un homme, une femme qui est sportif et qui va vous donner des conseils, parfois pour vous équiper, et puis parfois juste pour se mettre à la pratique sportive. Et puis parfois, pour changer de pratique sportive ou pour arrêter. Et en fait, dans ces cas-là, pour vous accompagner dans votre vie de sportif, la seconde vie, ça fait sens. Donc aujourd'hui, la raison d'être de la seconde vie end-to-end, c'est
de vous accompagner dans votre vie de sportif. Ce que cela produit, c'est que finalement, nous, en contrepartie, on a des objectifs à réaliser. Des objectifs de viabilité, hein, donc de croissance, de chiffre d'affaires, de résultats, mais également de décroissance en termes de CO2. Et en fait, la circularité est la seule solution qui, si elle est employée de plus en plus et je dirais de manière infinie, peut vraiment apporter des résultats durables et croissants, là où l'éco-design et la représentation de l'éco-design dans le mix produit Decathlon sont des enablers très importants qui sont déjà activés, mais qui vont trouver leurs limites. Alors là, on est allé un peu plus vite que la musique parce qu'il y a 2 infos importantes sur lesquelles je voudrais revenir pour vraiment faire une démonstration, enfin avoir un partage d'expérience concret. Déjà, en matière de référencement des différents produits et de remise en marché, est-ce que vous pouvez nous illustrer, est-ce qu'il y a des processus, enfin comment se passe justement la collecte, le reconditionnement et la remise en marché? Ça, c'est la première partie de la question. Alors aujourd'hui, donc sur la collecte, concrètement, on vous propose de venir plutôt sur le site internet pour démarrer votre expérience. Vous allez déclarer ce que vous avez à vendre. On va vous donner une estimation de prix en fonction de la nature, de l'état et de la désirabilité de votre produit. Là, vous allez venir à la rencontre de nos équipes. Et ensuite, c'est avec elles qu'on va finaliser un contrat dans lequel Decathlon va redevenir propriétaire de ce produit. Et en contrepartie, si vous avez besoin de vous rééquiper, il peut y avoir un bon d'achat. Mais par défaut, c'est un virement bancaire. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le maximum de quantité pour pouvoir décarboner le modèle de l'entreprise. Et du coup, deuxième partie de la question, vous avez mentionné le fait que ça participe à un effort global, donc c'était un enabler d'éco-conception. Est-ce que vous pouvez expliciter la façon dont finalement ça impacte en amont la chaîne de valeur et la production en matière d'éco-design ? Un produit, pour qu'il soit employable dans une filière seconde vie, il faut plusieurs choses. Il faut déjà qu'il soit pensé durable. Et donc, pour être pensé durable, il faut que chaque matériau ait été bien choisi pour garantir un cycle d'usage le plus long possible. Parfois, cette chose-là n'est pas parfaite dans le temps. Donc, il faut aussi que le produit soit pensé réparable. Une fois que le produit est pensé réparable, il faut aussi penser au bon nombre de pièces détachées à mettre dans le réseau. Et puis également, ce qu'il faut pour pouvoir réparer un produit, il faut qu'on prenne soin des femmes et des hommes qui vont pouvoir réparer ces produits. Donc là, ça va être les conditions sine qua non. Mais il nous manque quelque chose de tout nouveau, c'est la donnée produit. Aujourd'hui, pour pouvoir faire un cycle reverse, si je n'ai pas la donnée poids, la donnée taille de votre produit, en fait, je ne peux pas le transporter. Donc ce flux reverse, il ne peut pas exister. Donc il faut revaloriser le produit, mais il faut également revaloriser la donnée du produit. Et dans la donnée produit, là, dans les filières de collecte, ensuite on pourra aller sur les matières, etc. Très profond pour être complètement parfait. Mais aujourd'hui, voilà, sans des éléments simples, j'aurais du mal à réemployer les produits. Donc c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Et on va voir que ça n'en est que plus bénéfique pour l'aval, effectivement, dès qu'on parle de recyclage, d'avoir une traçabilité sur ces composants et ces matières. Vous avez mentionné les objectifs donc financiers, évidemment, et aussi de décarbonation. Est-ce que vous pouvez vous étendre un peu là-dessus? Comment est-ce qu'en pratique ça s'organise? Je crois que ça vient de la CEO et du top management. Et comment est-ce que ça se transcrit au quotidien dans l'organisation des équipes? Alors c'est là où la poésie et raconter des histoires, c'est bien. La seule chose qui compte, ce sont les mathématiques. D'accord? Donc le nombre de quantités divisé par le poids du carbone de quantité divisé par le nombre de fois où on a utilisé un produit. Et ça, en fait, clairement, il y a eu quelque chose d'important. Decathlon fait partie d'un groupe familial beaucoup plus large, hein, la famille Mullier. Et en fait, il y a une prise de conscience dans cet écosystème familial que le prochain grand cycle de consommation va être tourné autour de ses besoins d'usage. Donc là, clairement, descendant de l'actionnaire jusqu'à notre nouvelle super PDG. Et donc, on a un PDG femme chez Decathlon et on est très content. Donc, Barbara elle a clairement dit, voilà, l'objectif stratégique, c'est d'aller récupérer 20% du carbone de ce qui était consommé en 2021 et d'arriver à cette diminution en 2026. Donc là, on a fait des mathématiques, donc pas cet été, mais l'été dernier. Et on a dit, en fait, si on arrive à mettre à l'échelle la réparation, la location, la seconde vie et le recyclage, en fait, il y a peut-être un truc possible. Et du peut-être
trucs possibles. On est en train d'explorer ça sur 4 pays pilotes sur lesquels il y a un suivi hebdomadaire. Et si jamais le suivi hebdomadaire ne se passe pas bien, ça rapporte directement à la structure la plus haute dans le groupe pour garantir la mise à l'échelle de ces 4 business models au sein de notre entreprise et donc lui donner des raisons de vivre durablement en protégeant finalement les écosystèmes là où on fait du sport. Est-ce qu'il existe donc dans ce processus, j'imagine, des irritants et finalement, qu'est-ce que c'est les pain points dans ce chemin vers la circularité? Il en existe plein de fois. Je me suis réveillé le matin en disant je pourrais aller sur LinkedIn en faisant un post que vous aurez forcément suivi en disant c'est horrible de faire de la seconde vie. Je vous aurais fait la liste de tout ce qui est horrible. Bon, c'est en même temps ce qui est passionnant parce que c'est mon métier de résoudre tous ces points-là. Le premier, il est culturel. Le premier est culturel et de dire attendez, on fait un job depuis 40 ans et maintenant, moi, mon job, c'est pas que de vendre des produits, c'est aussi de racheter les produits. Et donc là, c'est le care. Il faut prendre soin. Les garçons, les filles, les personnes de tout âge, il faut prendre du temps, il faut de la formation, il faut convaincre par la preuve, par les résultats, un par un. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, après, il est de réunir des moyens, et donc concrètement, CAPEX, OPEX, pour se mettre en mouvement et de dire, OK, il y a une partie de nos investissements qui ne seront plus que pour la croissance, qui seront pour la résilience. Ça, c'est le deuxième gros enjeu. Et ensuite, après, il faut aller sur le terrain, faire des tests, une infinité de tests, et tuer les 3/4 des tests. Avoir une grosse méthode de suivi des tests pour savoir qu'est-ce qu'on garde et qui passe au step suivant. Le seed, le build, le scale. Et donc les tests, souvent, ils sont locaux, en fait. C'est pas moi, Julien, vous imaginez bien, qui vais savoir tout ce qui doit se passer chez Decathlon. Par contre, c'est moi, Julien, l'orchestrateur de tous ces tests et l'attributeur de moyens pour les faire grandir. Et alors justement, en ayant donc ce modèle C2B2C, du consommateur à Decathlon à nouveau au consommateur, avec un système de collecte hyper local sur différents territoires français et dans le monde, comment est-ce qu'il y a des différences d'usage en termes culturels, alors pour le coup côté citoyen, comment est-ce qu'on harmonise tout ça sur l'ensemble d'un territoire? Alors aujourd'hui, si on parle des clients, clairement, il y a des clés motivationnelles différentes. On va employer des mots savants. Vous voyez votre voisin qui fait du vélo 6 fois par jour, etc. On va l'appeler le expert late. Lui, sa raison d'utiliser l'économie circulaire, c'est de progresser dans son usage et en fait de rendre son matériel de la manière la plus efficace possible. Et puis en fait, il y a d'autres personnes qui vont souvent être les clients de Vinted, etc. Eux, la clé motivationnelle, c'est faire de la place, récupérer de l'argent. Et donc en fait, il faut aller comprendre chaque clé motivationnelle sur les personas stratégiques de notre univers. Ça, c'est côté client. Et ensuite, on va avoir des défis là plutôt internes qui vont être sur un territoire. Vous habitez en périphérie d'une grande agglomération et forcément vous avez le plus beau Décathlon du monde là comme ici juste à côté, ou bien vous habitez dans le 12e à Paris et là vous avez un point de collecte qui est un Décathlon qui va faire 800 mètres carrés. Forcément on ne fait pas la même chose. Donc là ici, j'ai rencontré tout à l'heure Camille. Camille, elle est capable de racheter n'importe quel vélo et en fait elle est complètement autonome et elle a les moyens économiques et les mètres carrés pour faire ça. Et en revanche, le point de collecte, lui, il est beaucoup plus difficile. Vous savez quoi? On ne va pas l'activer tout de suite. On ne va pas l'activer tout de suite parce que sinon, on donnerait une mauvaise image de l'entreprise. En revanche, on va travailler step by step en direction de l'activation de ce point. Donc, par exemple, ce point, il va avoir besoin de savoir quelle est l'expérience physique, combien de mètres carrés, etc. Et puis finalement, quelle est la petite camionnette qui va récupérer les produits pour ensuite les transporter dans l'entrepôt qui va bien revaloriser les produits. Et puis finalement, est-ce qu'il y a bien un ROI sur ça? Parce qu'on va parler de circularité. Si le truc n'est pas viable, ça fait 2 ans et ça ferme. Et donc voilà, on a cette granularité-là. Et puis après, je vous parlais des hommes et des femmes un par un. On a des leaders régionaux qui, eux, ils ont déjà compris et ils l'appliquent immédiatement. Et c'est débriefé tous les mardis matins. Et puis il y en a d'autres, c'est peut-être un dimanche sur 2, mais sauf que le dimanche, on ne travaille pas. Donc, tu vois, et donc il faut aller à leur rencontre et bien là, des fois de manière descendante, exiger des résultats. La dernière clé, en fait, elle est entre un grand vélo ou bien là, ici, on va parler de textile. Les expériences ne sont pas les mêmes.
Aujourd'hui, la manière de collecter du textile, il faut que ce soit extrêmement productif. Et donc là, par exemple, on va faire appel à une entreprise qui s'appelle Rediv, ex-Patatam, qui est une entreprise qui remet des gens à l'emploi, qui fait ce travail-là de manière extrêmement efficace. Et donc, le tri doit s'opérer chez des partenaires. Merci Julien. Emeline, on sait maintenant qu'il y a un très beau décathlon dans la métropole de Lyon. Mais il y a aussi, surtout dans cette région, un historique très fort dans le domaine du textile et c'est également un des chevals de bataille de la métropole à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la spécificité du textile sur ce territoire, à la fois historique et puis en termes de développement à date? Et il y a aussi autre chose sur ce territoire, ça fera le lien avec mon voisin. Il y a une convention des entreprises pour le climat et si la famille Mullier elle a bougé, c'est parce qu'elle a participé à la première convention nationale des entreprises pour le climat. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'il fallait aller vers un concept d'économie régénérative. Et il y en a une sur le territoire, suite à la convention nationale, il y en a une avec 70 boîtes. Sur le territoire de la métropole de Lyon, donc il y a Lyon dedans, il y a un passé de textileux, comme je dis souvent, un passé de soyeux, c'est ce qui a fait la ville, hein, tout le monde le sait, c'est ce qui a fait cette ville de Lyon une ville de commerce. Et on a la chance à l'échelle de l'aire urbaine lyonnaise ou de l'ex-région Rhône-Alpes, d'avoir encore des industrieux, des hommes et des femmes, des machines, des savoir-faire, des envies d'agir sur le textile. Et donc, moi, quand je fais partie de l'équipe qui est en responsabilité depuis juillet 2020, j'avais en tête ce qu'on se partageait en introduction, c'est-à-dire que les points d'apport volontaires de textile ne récupèrent pas énormément de textile, alors même qu'on est sur un territoire où tout le monde, plus ou moins dans sa famille, je caricature, mais a eu des soyeux ou quelqu'un qui, de près ou de loin, a bossé dans le textile, donc ça lui parle. Donc, dans l'inconscient, il n'y a pas forcément, malheureusement, et je te rejoins, il n'y a pas le sujet poids carbone du textile. En revanche, il y a le sujet emploi et industrie. Et du coup, donc, on s'est dit, bah voilà, dans les filières d'activité économique prioritaires qu'on va travailler, nous, la métropole de Lyon, pour abaisser l'impact carbone de cette filière et augmenter son impact social, donc maintenir et développer des emplois sur la grande aire urbaine lyonnaise, hein, ça va de Roanne à Bourgoin-Jallieu pour faire simple et de Bourg à Condrieu. On va travailler les enjeux de la filière textile et ils ont été tous listés, donc il y a un sujet à éco-concevoir, en particulier, j'insiste parce que c'est une de nos solutions, mais sur du gros volume, donc sur les vêtements professionnels, on est sur un bassin de vie où il y a énormément de grands comptes, voilà, parce qu'on est l'agglo lyonnaise, donc des grands comptes qui œuvrent au quotidien, dont un grand nombre ont des stands ici, avec des hommes et des femmes qui sont sur le terrain et qui ont besoin et de textiles de sécurité, haute visibilité, mais aussi de textiles du quotidien. On est sur un bassin de vie où il y a un passif mutualiste, donc de l'économie sociale et solidaire très 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 présente, un passif humaniste très présent, dont le foyer Notre-Dame de Sans-Abri, l'Armée du Salut, mais aussi des jeunes entrepreneurs qui entreprennent sous mode coopératif ou avec un label ESUS et qui ont envie d'avoir de l'impact et qui ont envie de donner du sens à leur boulot. Et on les trouve beaucoup dans le textile, entre autres parce qu'ils sortent, tu l'as dit spontanément, des écoles, je pense au lycée d'Hydro, mais de S-Mode, etc. On est sur un bassin de vie, mais comme à Lille, je pense, où il y a pas mal d'écoles qui forment des jeunes et quand ils sortent de l'école, pour le coup, ils n'ont pas envie de pourrir le monde et de détruire le vivant. Dernier sujet, on a fait le choix, alors maintenant c'est vraiment dans l'air du temps, mais ça l'était pas forcément quand on est arrivé en situation de responsabilité. Je termine juste là-dessus sur la filière textile. Souvent quand on parle textile, on pense distrib, on pense pas forcément industrie ici et maintenant. J'insiste sur le et maintenant, je crois que c'est l'objet de la table ronde de dire ce qui marche là tout de suite. Et en tant que collectivité, on s'est dit en juillet 2020, nous, on veut aller sur le sujet de l'industrie. Je précise que je suis écologiste et que c'est pas forcément logique. Hein. Quand on pense aux écolos, on pense petit artisanat de la réparation. On pense pas forcément massification. On a dit si, nous, ok, banco, on y va. Donc on a des outils, un fonds d'amorçage industriel à impact. Enfin, on pense justement solutions volumiques et traitement volumique.
Et là, juste avant cette table ronde, il y a le fonds d'amorçage qui a annoncé qu'on rentrait au capital d'une entreprise qui va faire du recyclage chimique, entre autres de textiles. Donc voilà, pour toutes ces raisons, en tout cas, on essaye d'être au rendez-vous. Merci beaucoup. Pour rester vraiment dans le concret, parce que je pense que c'est très riche en enseignements, comment est-ce qu'on prend le sujet justement de la structuration des différentes filières à l'échelle d'un territoire, parce que ça pose des problèmes on a évoqué plein de sujets, la formation, le recrutement, comment est-ce que ça s'articule avec l'ESS, en même temps comment est-ce qu'on fait de l'industriel. Il y a une problématique immobilière aussi, je sais, qui est spécifique au territoire, donc est-ce qu'on peut avoir quelques clés? Alors, on a décidé d'utiliser plusieurs leviers. Après, rendez-vous en 2026 pour voir ce qui a fonctionné. Il y a un levier important qui est l'accompagnement à l'émergence et à la croissance d'entrepreneurs qui sont porteurs de solutions. Que ce soit des hommes et des femmes qui entreprennent en mode ESS ou des hommes et des femmes qui entreprennent en mode classique. Voilà. Et comme tu l'as dit, donc on a un programme dédié à l'économie circulaire qui s'appelle le programme Les Boucles, dans lequel on retrouve pas mal de porteurs de solutions du textile, donc ils sont sur l'amont ou sur l'aval. Voilà, vous pouvez sourcer sur LinkedIn Les Boucles. On valorise assez régulièrement celles et ceux qui suivent ce programme. Deuxième sujet, le sujet de c'est bien d'entreprendre, mais on est sur un territoire riche et attractif. Donc, avoir une halle industrielle, avoir un rez-de-chaussée bien situé pour vendre de la seconde main ou pour capter les bons gisements, c'est pas évident. Et donc, du coup, on a toute une politique à minima de ce que j'appelle des lieux totems. Donc, bientôt, là, début décembre, on va valoriser le fait qu'il y a un lieu totem textile circulaire qui sort de terre. En fait, le lieu existe déjà, mais il y a un collectif de textileux qui va se poser pour justement massifier les collectes, trier correctement, réparer correctement de façon massive et pas juste, je vais citer une boîte qui est sur le territoire mais qui est ailleurs en France qui s'appelle Les Réparables et qui fonctionne bien et qui répond au marché à mon avis, mais qui a besoin de massifier. Donc il y a un lieu totem qui sort voilà, au carré de soie, donc à Villeurbanne. Il y a un sujet aussi à permettre la coopération entre acteurs différents, donc des PMI, des ETI et de l'ESS. Donc il y a un boulot qui est fait avec le pôle on est sur un territoire où il y a un pôle de compétitivité qui s'appelle Tectera, qui a fait le job par exemple de sourcer avec un acteur émergent qui s'appelle Fitcop tous les stocks dormants, donc tout le champ des possibles. Mais on a aussi Unitex qui qui est présent partout en France mais qui bosse ici sur certains sujets avec nous. Ils se réunissent la semaine prochaine dans le cadre de rencontres qui s'appelle Textival, où là on regarde plutôt les envies d'agir et comment, avec un incontournable qui est hyper valorisé à l'échelle nationale, qui s'appelle les tissages de Charlieu, le fameux Éric Boel, comment on l'accompagne dans le prototype d'un site productif de recyclage aussi, de tri et recyclage à Amplepuis. On va l'aider dans sa croissance sur notre territoire. Donc il y a un sujet foncier, mais en amont et en un mot, il y a un sujet de dialogue dans la filière, alors qu'avant c'était très 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 découpé. Là on est avec une génération d'entrepreneurs qui, quand on met un peu d'ETP, je vais la citer, on a une chef de projet filière textile qui s'appelle Solène Doublier. Quand on utilise correctement son temps, son expertise et qu'on injecte du temps sur Tectera, sur Unitex, sur Silky Cities, enfin sur tous les réseaux d'acteurs, à la fin ça transforme, ça permet de la coopération. J'insiste là-dessus, on va résoudre l'équation de la circularité par de la coopération. On va la résoudre parce qu'on fait travailler les sciences comportementales, mais c'est aussi parce que les acteurs, c'est pas du PPP, c'est pas que du partenariat public-privé. C'est vraiment, il faut se dire que pour agir maintenant, il faut qu'à l'échelle territoriale, les acteurs se parlent avec, je crois que tu l'as un peu amené, le sujet de la transparence des données et de l'ouverture des données. Bien sûr que chacune a sa rentabilité à assurer. Ceci étant dit, si on se partage pas les sujets de tonnage, le coût carbone, le coût eau, la capacité, parce que je suis pas allée sur le sujet insertion, formation, mais ce temps de formation, il compte aussi dans le retour sur investissement. Et
il y a de l'argent public en fait. Enfin, la bonne nouvelle, c'est, il y a France 2030, il y a les pôles de compète, il y a les régions, il y a les métropoles, les communautés d'agglo, les intercos. On a tous une réglementation à respecter, la loi AGEC, mais aussi la réglementation européenne. Donc, il y a de l'argent. Pour aller le chercher, il faut être capable de coopérer. Merci beaucoup. C'est quand même une conclusion à minima que vous avez en commun, à savoir de mettre de l'humain dans une multinationale et dans la gestion de ses équipes et mettre de l'humain à l'échelle d'un territoire. C'est pour ça que j'ai pris soin d'illustrer le propos de mon voisin en disant pourquoi ça a bougé. Parce que la famille Mullier, alors je ne sais plus qui, on me l'a dit mais j'ai oublié, a vécu physiquement la Convention des entreprises pour le climat. Et bien sûr qu'il y a de la rentabilité, bien sûr qu'il y a un risque de réputation pour Decathlon, mais il y a surtout, il y a un homme, une femme, je sais pas qui s'est dit, ouais, effectivement, là, je dois pivoter et je vais le faire et je vais le faire maintenant. Moi, j'insiste sur le maintenant. Une petite question supplémentaire. Vous avez particulièrement donc attaqué la problématique des déchets textiles. La collecte, on l'a évoqué. Et je sais que la ville de Bourg-en-Bresse a déclaré qu'en 2025, elle allait arrêter les exports à l'international des vêtements usagés. Est-ce que vous savez quels sont les débouchés qui sont prévus? Et on va reboucler avec Athème parce que c'est pas une question aussi simple, même si c'est quand même une chouette déclaration et un gros coup marketing quelque part. Et deuxième question, est-ce que la métropole globale va suivre? Alors oui, c'est un chouette parti pris de Jean-François Debat, notre collègue maire de Bourg, c'est super. Pour la petite anecdote, en fait, sauf erreur de ma part, c'est sur suggestion d'une structure d'insertion que tous les deux on connaît qui s'appelle Tremplin. Voilà, donc ce que ça dit aussi, c'est bien quand les élus locaux suivent les envies d'agir des entrepreneurs de leur territoire, encore plus quand c'est des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Et pourquoi Tremplin est venu voir Jean-François Debat? Tremplin a dit, bah voilà, nous, ça fait des années qu'on collecte sur ton territoire les vêtements, donc on voit à peu près ce qui nous arrive, et on a des débouchés, mais pas pour tout. On a des débouchés, c'est Solène qui me l'a dit, parce que du coup, j'ai cherché sur les collants, on sait qu'il y a un sujet chaussures, donc ils vont accueillir un site de démantèlement de chaussures, entre autres. Et tu l'as dit spontanément. En fait, ce qu'il faut lire dans la démarche de Bourg, c'est de dire, c'est une façon aussi d'informer, sensibiliser, emmener les habitantes et les habitants sans les faire culpabiliser en disant, voilà, ici et maintenant, on va vraiment regarder le gisement et vraiment se dire, comment on fait? Alors bien sûr que tout va pas se faire sur Bourg, et évidemment qu'il y a des choses qui vont se passer à Roanne, d'autres à Lyon, d'autres à Saint-Fond, et sans doute d'autres à Lille, et sans doute d'autres à Bruxelles. Mais le message derrière politique, c'est de dire, voilà, et c'est un vrai débat qu'on a avec des structures d'insertion qui font de la coopération décentralisée, mais c'est, voilà, nous on voudrait être responsables ici et maintenant de ce que nous-mêmes, c'est ça qu'il faut voir chez Jean-François Debat ou chez quelqu'un comme moi. Nous, on donne des autorisations d'ouverture commerciale et on veut boucler, on veut faire de la responsabilité territoriale et on n'a pas envie que sur notre territoire, les habitantes et habitants achètent des choses qui ne sont ni réparables, ni réemployables, ni reconditionnables, ni remanufacturables. Le rétrofit dans la fringue, c'est compliqué, ni recyclable. Et donc, il a mis la barre haute, Jean-François, mais je pense qu'il a eu raison. En revanche, effectivement, le sujet des exportations de déchets, c'est un vrai sujet parce qu'il faut aller checker de l'autre côté ce qui se passe. Moi, j'ai un avis personnel qui est, oui, je ne veux plus, je caricature, mais qu'on envoie le blouson Laurent Wauquiez au fin fond de l'Ouganda, alors qu'objectivement, ils n'ont pas besoin de doudoune rouge en Ouganda. Et moi, je ne veux pas d'enfouissement en Ouganda. À l'inverse, j'ai pleinement conscience qu'il y a des coopératives de femmes qui travaillent en Ouganda grâce à la filière textile et qu'il faut repositionner au bon endroit parce qu'elles ont droit à une dignité et à une rémunération. Mais ça, c'est le sujet de la coopération décentralisée. Est-ce que la métropole va y participer? Ben oui, j'y vais le 16 novembre, il faut un gros temps fort et ça fait pleinement écho à ce qu'on porte. Est-ce qu'on arrivera au zéro exportation sur la métropole? Je ne sais pas. Par contre, moi, ce que je veux, c'est qu'on ait la diversité et la multiplicité des solutions pour que les gros donneurs d'ordre trouvent des solutions ici et maintenant pour leurs vêtements pro, en éco-conception, en réemploi, en recyclage. C'est hyper important. Voilà, on doit donner le là sur le vêtement professionnel et sur ce que moi j'appelle le vêtement du quotidien. Il y a des hommes et des femmes qui sont volontaires et désolé pour Solène qui m'entend toujours le dire, il y a des tranches de vie où c'est juste inacceptable de surconsommer. Donc c'est le moment de la croissance, hein, c'est la jeunesse de 0 à 16 ans. Je suis maman, on achète beaucoup, on consomme beaucoup parce que nos gamins grandissent. Après c'est un choix lié à la fast fashion, mais il y a un moment où on n'a pas le choix et ça faut l'organiser.
Et je vais citer une personne, il y a une structure, mais il y en a plein, qui s'appelle Loca Loca, qui il y a quelques années avait proposé un modèle de location. Vous savez, au lieu d'offrir des cadeaux de naissance, machin, tu prends un ticket à 30 € et ça donne droit à 5 pièces sur 0 à 3 ans pour ton gamin. Elle n'a pas réussi. Elle existe toujours, Loca Loca. Mais ce modèle-là, il y a 5-6 ans, ça ne faisait pas sens. Là, maintenant, ça ferait sens. Donc, c'est dire qu'il y a de la maturité et qu'il y a de l'envie d'agir dans nos territoires. J'adore ce débat parce que ça montre bien la complexité du problème et surtout qu'il y a plein de voies du milieu, qu'aucune solution manichéenne ne fonctionne. Et ça montre aussi que finalement la personne est dans le triangle de l'inaction. On a du politique, de l'entreprise, du citoyen et on est tous hyper motivés avec toutes nos casquettes. Athème, est-ce que tu peux faire l'avocat du diable en tout cas le contrepoids, parce que c'est important d'expliquer ce pourquoi c'est pas si simple de dire on arrête d'exporter. À la fois, le service belge de l'environnement renforce les contrôles des containers pour vérifier que les exports soient conformes. L'Ouganda vient d'annoncer qu'ils allaient fermer les frontières pour la réception de produits textiles usagés des pays occidentaux. Finalement, qu'est-ce que ça peut poser comme problème, au-delà de tous les avantages qu'on vient d'exposer? Quels sont les débouchés existants potentiels sur le territoire si demain la France arrêtait d'exporter? Et qu'est-ce que ça aurait comme conséquences structurelles dans les pays qui les reçoivent depuis des années? Alors, pour ma part, j'ai toujours défendu l'exportation de la seconde main triée. Donc, à savoir, il faut... et c'est là où, par exemple, l'éco-organisme Refashion a fait un super boulot avec les acteurs de la filière, puisqu'on a participé en tant qu'acteur de la filière à la mise en place du cahier des charges qui a été remis en cause et qui est aujourd'hui redéfini. La volonté n'est pas d'exporter, c'est d'exporter ce qui est exportable et qui est consommable. Je rejoins Émilie en disant on ne peut pas envoyer un blouson dans un pays chaud alors qu'ils n'en ont pas besoin. On ne peut pas envoyer du noir alors qu'ils s'habillent en couleur. On ne peut pas envoyer des grandes tailles alors que la population médiane de ce pays-là mesure peut-être 1,70 m. Donc le trieur, il a un rôle de connaissance de son marché. Pour les trieurs français, je vais reprendre un peu, à chaque fois on me sort le Ghana, mais la France n'envoie que 400 tonnes au Ghana sur les 140 000 tonnes. On n'est pas les plus pollueurs. Donc le boulot, il faut qu'on le fasse collectivement avec tous les autres cycleurs. L'Ouganda, pour reprendre l'exemple de l'Ouganda, l'Ouganda arrête ses frontières, mais l'Ouganda, il va arrêter ses frontières, mais la matière va rentrer par le Kenya, elle va transiter par le Kenya. Donc du coup, sur le Kenya, il y a 1 million de personnes qui vivent de la fripe. 1 million de personnes. Donc, moi je dis on arrête, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là Et comment on habille? Parce que à partir du moment où vous n'avez pas un produit qui est disponible, c'est la fast fashion qui va arriver, c'est le chinois. Donc du coup, c'est pas le local. L'expérience locale, il faudrait qu'ils aient des investissements lourds pour effectivement mettre en place un dispositif qui leur permette d'assurer à la population. Alors, je vais pas faire la caricature, moi je suis tunisien d'origine, je vais pas mettre une djellaba toute la semaine et je vais pas mettre un boubou. Le petit gars qui a un téléphone portable, Samsung ou iPhone dernière génération, qui est au fin fond de l'Ouganda et qui regarde et je veux un Nike ou un produit Oxylane ou autre, il va falloir qu'il ait la possibilité d'en avoir un accès. Une paire de chaussures Adidas, voilà. Donc l'exportation doit être contrôlée, c'est un tri poussé qu'il doit y avoir, et donc on peut peut-être se battre pour faire des critères, non pas d'exportation de produits mêlés, de produits qui sont mal calibrés, mais plutôt de faire des produits bien définis, avec des catégories. Avant, un centre de tri, ça triait 400 catégories. Quand sont arrivés les éco-organismes, ils sont tombés à 50. Donc ça veut dire qu'on a modifié la structure de l'organisation de centre de tri. L'autre élément, c'est qu'à partir du moment où on arrête l'exportation, je vais juste donner 800 000 tonnes, 240 ou 400 000 tonnes à horizon de 2028 collectées, vous allez avoir 200 000 tonnes sur le marché français ou européen qui devront être revendues, réparées, réutilisées, upcyclées ou détruites. Voilà. Donc, et je vais donner un autre exemple. Ma chemise,
elle peut avoir un trou, elle peut avoir un défaut, elle peut avoir un col qui est un peu usé. Je peux vous dire que la durée de vie de ce produit peut continuer. Pourquoi ? Parce que la perception que nous avons, nous, occidentaux, je me considère comme un occidental, occidentaux, de la notion je jette plutôt que je redonne n'est pas la même que celle qu'on va trouver en Tunisie, en Algérie, au Maroc, au Ghana, au Bénin, en Afrique du Sud. Donc il faut juste repenser. Et il y a un boulot que nous, filières, devons mettre en place. C'est à partir du moment où on envoie un produit de seconde main ou un produit neuf, parce que il y a des produits neufs qui partent là-bas, il faut penser que in situ, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Trouver des solutions de recyclage après un tri optimisé pour faire des briques, pour faire des applications industrielles locales avec des plastiques base polyester ou autres qui auront été bien triés. Et donc, du coup, trouver la solution localement pour résoudre la problématique, parce qu'un produit qui est consommé, à un moment, deviendra un déchet. De toute façon, ça n'enlève pas la problématique d'hyperproduction d'une part et d'autre part de responsabilité des metteurs en marché de la fin de vie de leurs produits. On est d'accord. Ce qui est sous-tendu par la qualité de ces produits et effectivement leur capacité à être en bout de chaîne recyclés, ce qui me fait une transition parfaite pour Jean qui depuis tout à l'heure est très concentré et a plein de choses à nous raconter parce que c'est un exemple vraiment typique de l'illustration de mon propos, en fait, qui illustre mon propos d'introduction, à savoir une innovation industrialisable qui participe à la décarbonation et à à l'activité économique locale. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société Pelin ? Qu'est-ce que vous faites ? Volontiers. On est une ETI industrielle qui est née il y a une trentaine d'années. On est une spin-off technologie, une société qui développait des innovations dans le domaine agricole. Et un jour, on a développé un robot de tri sur les déchets plastiques. C'était notre premier sujet, les emballages. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a une filière qui est en train de se créer, la filière du plastique. Et on a été capable de se dire très tôt dans l'histoire de la société, de dire l'économie, l'écologie et les technologies sont des choses qui ne sont pas du tout antinomiques. Et donc c'est vraiment la création de la société il y a déjà 20 ans. Il y a eu des écolos dans l'entreprise dès le début. Mais il y a aussi, aussi des industriels qui disent oui, c'est possible de créer des filières qui sont industrielles et qui sont économiquement viables. Et donc ça, c'est vraiment la création de la société en 2000. Depuis, on a beaucoup grandi autour des filières de l'emballage qui sont au fur et à mesure modernisées. C'est le centre de tri qu'on connaît en France, mais aussi dans le monde entier. On équipe un centre sur 5 dans le monde, on équipe un centre sur 2 en Australie, 2 tiers des centres de tri au Japon. Enfin, on est vraiment mondialement présent avec ces technologies de tri, le meilleur de la technologie qui permet justement de créer une économie circulaire, de donner en fait par le tri un futur à ces matériaux qui pourraient être juste incinérés ou mis en décharge. Donc vous avez compris, c'est un sujet de volume, c'est un sujet à impact qui permet en effet de garder la matière localement dans un pays, la retravailler pour qu'elle redevienne matière. Alors bien sûr, il y a des prérequis en termes d'éco-design avec les metteurs en marché, bien entendu. Il y a des prérequis économiques, à savoir trouver toujours des produits qui sont plus compétitifs par rapport à la matière vierge. C'est d'ailleurs un sujet aujourd'hui même qui est assez compliqué sur la matière plastique. Si on parle du plastique, on va parler du textile très, très bientôt. Mais on a voulu se dire, on se donne la meilleure de la technologie pour permettre aux exploitants qui la traitent d'être compétitifs. C'est vraiment notre sujet numéro 1, en se disant on va créer une économie, une industrie durable. Donc on a depuis vraiment automatisé tous les centres de tri. Quand vous rentrez dans les centres de tri, vous rentrez vraiment sur ce qu'on fait de mieux en termes de technologie. En tout cas, c'est l'idée qu'on a avec nos exploitants, c'est faire mûrir les filières industrielles. Il y a un très beau centre de tri à Lyon, il y en a un très beau aussi partout dans le monde, environ 200 centres de tri qui sont devenus 130 de tri en France entière qui sont largement automatisés, qui demandent aussi une reconversion de l'emploi. On arrive aussi dans ces centres de tri à des choses de plus en plus complexes, mais aussi qui ont du sens, parce que ce qui permet massivement de produire une matière qui a de la valeur, c'est notre sujet numéro 1. Donc il y a quelques années, on nous interroge toujours sur énormément de flux matière, le BTP, énormément de REP qui se développent, la REP jouée, la REP fashion. Bien sûr, on est toujours motivé, mais notre première question, c'est est-ce qu'il y a du gisement ?
Sans gisement, les machines de tri qu'on conçoit, qui sont des machines à haute capacité de plusieurs tonnes à l'heure, ne sont pas adéquates en effet pour créer ces filières à impact. Donc il y a quelques années, Eric Boel est venu avec son équipe. Il nous a dit, voilà, on a du textile. Bon, du textile, on connaît, c'est un contaminant dans le centre de tri. Nous, le textile, quand le geste de tri du citoyen n'est pas bien exécuté, il met du textile. Nous, on reconnaît le textile comme un polluant. C'est comme ça qu'on le voit depuis des années. Sur de nombreuses filières, on voit le textile à l'intérieur de l'emballage comme un polluant. C'est soit du polyester, donc il s'assimile au PET tout simplement, ou soit une fibre naturelle qu'on va confondre avec du papier carton. Quand on a développé notre nouveau capteur optique, donc Société Pelinck, 250 employés, 70 personnes en R&D, on fabrique, on développe tout en France, avec des machines 85% françaises. Si jamais il fallait démontrer le fait qu'on est des Français convaincus et que l'industrie en France, oui, c'est possible. Et on a une croissance à 2 chiffres, on fait x4 en 10 ans. L'idée qu'on a derrière, c'est, quand Eric Boel est venu, c'est de dire, c'est une filière qu'on ne connaît absolument pas. Il est arrivé à ses premiers tests, on dit, c'est qui les polluants, c'est quoi les matières que tu veux recycler? On ne connaissait absolument rien. Donc on a démarré en effet en achetant la bibliothèque de Refashion des différentes catégories. On a découvert une diversité qui est absolument extrêmement complexe. Pour pas dire par dire d'autres mots, un industriel positif. On n'est pas un industriel dans le catastrophisme, mais en effet, c'est très très complexe, beaucoup trop complexe aujourd'hui pour qu'on arrive à créer vraiment une filière qui soit propre à tout ce qui est mis sur le marché. Donc on a dégrossi le sujet, il y a des chiffres qui ont été donnés, 800 000 tonnes en France, 200 000 collectées. Et quand on prend ces grands chiffres, on se dit oui, avec du tri automatique, on arrive à faire un centre de tri qui fait sens, on arrive à trier différentes catégories, le polyester, le coton, certaines catégories mélangées, qui permettent de donner un gisement propre au recyclage mécanique pour faire du fil à fil, par exemple. Recyclage chimique, vous avez cité certains noms. En effet, c'est des gens qui ont besoin de gisements pour, en effet, dépolymériser et recréer du polymère. On n'a pas besoin d'importer du polymère. L'idée, c'est de créer du polymère sur le territoire français. Il y a beaucoup de projets en ce moment industriels massifs qui sont en train d'être créés, mais ils ont besoin de gisements. Le gisement plastique, aujourd'hui, n'est pas suffisamment collecté. On a parlé du gisement textile et encore moins collecté. Donc à nous à donner un sens économique, il faut que tous les acteurs se mettent ensemble. Nous, on est juste les apporteurs des technologies pour mettre la compétitivité. On a besoin, bien entendu, d'énormément de gisements de collecte et on a besoin d'exutoires, tout simplement. Donc quand Eric Boel est venu nous voir, la bonne nouvelle, c'est que quand on avait développé notre nouveau capteur il y a 4 ans, un capteur, c'est environ 5 ans de travail, environ 10 millions d'euros d'investissement, on s'était dit, c'est quoi les matières du futur, c'est quoi les filières de demain? Alors, vaste sujet, vous interrogez l'ADEME, c'est extraordinaire parce qu'on a énormément de réponses et en même temps peu de visibilité. Donc là, on se lance et on s'est dit, textile, ça sera sûrement un sujet. Donc, on est venu chercher avec notre capteur les différentes catégories de textiles, l'élastane, le polyester, ainsi de suite. On s'est dit, quand on développe ce capteur, il faut absolument qu'il réponde. Et donc, quand Eric est venu, je lui ai dit, bonne nouvelle, on a le capteur. Par contre, on n'a aucun savoir-faire, donc il va falloir que tu nous expliques tout. Et donc, on a développé, on a fait une série de tests. On a un centre de test on est basé dans le Vaucluse, à Pertuis, centre de test. Donc, on a largement investi pour permettre à toutes les reps de venir tester en fait toutes les filières. Donc, la filière bâtiment, la filière du plastique, la filière du textile aussi. Donc, tout le monde est bienvenu. On ne fait pas payer les tests, tout simplement parce qu'on apprend. C'est un centre éducatif qui permet aux industriels de dire on vient tester massivement les produits. Et on donne une réponse. On lui dit oui, voilà la qualité de tri qu'on peut obtenir, voilà l'efficacité que tu peux avoir. Donc on a eu Decathlon il n'y a pas longtemps. Ça fait 8 mois qu'on travaille avec eux parce qu'en effet, en termes d'éco-conception, la triabilité, c'est un sujet qui est important après la recyclabilité. Donc ils ont découvert en effet pas mal de choses comme pas mal de fabricants de métaux sur le marché qui découvrent qu'en effet la triabilité, c'est un sujet qui n'était pas du tout dans la conception des produits. Ce qui est très intéressant de considérer, c'est qu'on arrive à faire un tri automatique, rapide, haute capacité. Et donc Eric était très content parce qu'il a ce beau projet qu'on va inaugurer fin du mois à Amplepuis, voilà, qui va être une plateforme grandeur nature, haute capacité, qui va permettre à tous les industriels d'envoyer leur gisement et qu'on va pouvoir traiter avec du tri et une autre technologie de délissage pour pouvoir préparer la matière, recréer du fil et potentiellement ou recréer des matières suffisamment homogènes pour leur donner un futur. Donc ça, c'est primordial parce qu'on est au début de l'histoire, on est vraiment au tout début de l'histoire. Et donc, il est très important, et ça sera le plus grand centre européen, ce centre de Amplepuis au niveau du traitement. C'est très pour dire qu'on n'a pratiquement rien fait, mais en tout cas, on est très ambitieux et il faut l'être. Donc, on a amorcé, on a en effet aussi nous-mêmes investi dans l'équipement et surtout dans le savoir-faire
pour permettre de rassurer les industriels. Notre sujet, nous laisser les industriels, les rassurer pour dire oui, c'est possible de trier. Il faut faire un effort de conception, mais c'est possible de trier. On trie du textile depuis 1 an en Espagne avec Inditex, la filiale de Zara. Ça fait 1 an qu'on trie de manière automatique plusieurs tonnes de déchets tous les jours pour faire une 40aine de catégories. Ça fonctionne très très bien, on l'a démontré. Maintenant, je dirais pas on attend, on continue. On a énormément recruté d'ingénieurs matériaux, on en a beaucoup en France, on a la chance. On a aussi développé énormément de ce qu'on appelle l'algorithmie d'intelligence artificielle pour détecter toutes les subtilités des matières qui sont assez complexes, pour permettre justement de dire oui, on est prêt avec des machines de tri. C'est très bien qu'il y en ait d'autres aussi comme nous, mais en tout cas au niveau industriel, tout est au point. Vous pouvez appuyer sur le bouton, vous pouvez investir. Nous, on sera là pour vous accompagner dans le tri et même plus encore. À date, qu'est-ce qui est vraiment fonctionnel et industrialisable en termes de tri? Il y a particulièrement un enjeu sur les mélanges de matières. Donc, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui à grande échelle et qu'est-ce qui est encore au stade de R&D? Alors, on arrive à détecter, bien entendu, toutes les 100% matières. Ça, c'est assez facile. En effet, quand la matière est mélangée, on regarde beaucoup en surface. Il y a nos capteurs proches infrarouges. Donc, dès qu'on parle de multicouches, ça devient compliqué parce qu'on regarde en surface. On va développer, en effet, l'imagerie, l'intelligence artificielle. Mais là aussi, il faut comprendre que c'est des technologies qui sont assez coûteuses. Donc, toujours mettre la technologie en face de l'usage. Et on arrive à détecter des proportions, je dirais pas assez grossières, assez fines, mais de mélange de différents types d'élastam, qui est un polluant dans la filière de recyclage, de coton, de polyester et bien d'autres. Environ une 40aine de catégories aujourd'hui ont été identifiées, catégorisées pour donner des recettes de tri dans nos technologies. Il y a un tricouleur aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, bien entendu, ça, le tricouleur, ouais. Oui. Qui est intéressant parce qu'on fait désormais de la réduction en poudre de ces matières pour en faire de nouveaux colorants qui sont hyper épargnants en eau et en produits chimiques. Donc ça, c'est quand même une nouvelle extraordinaire et des avancées en matière de tri qui sont géniales et assez réjouissantes. On n'a pas souvent des bonnes nouvelles quand on est écolo, donc ça fait du bien. Maintenant, il faut des débouchés, vous l'avez dit, pour ces matières. Donc vous êtes présent sur les différents continents. Je suis assez curieuse de savoir finalement qui sont les clients pour ces débouchés. Et c'est peut-être une dernière question pour vous deux, y compris côté donc Decathlon. Julien, est-ce qu'il y a une maturité de la part des grands comptes et des marques sur la réintroduction de ces matières recyclées? Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez répondre. Et puis on aura peut-être 1 minute pour une question, mais on a un train à ma gauche, donc il faudra être rapide. Je vais faire juste très court. Aujourd'hui, par exemple, la success story autour de la polaire de Decathlon. Si vous prenez le coloris gris, en fait, il est produit à partir de 100% de matière recyclée. Et dans la traçabilité, on parlait de portabilité des données. Aujourd'hui, Decathlon a investi sur la RFID. La RFID, c'est plus forcément le tag que vous découpez. Hein. Ça peut être un fil qui est extrêmement durable et qui va garantir la livraison de toutes ces données précieuses aux clés de tri. Et après, aujourd'hui, une boîte comme Decathlon a décidé de s'engager sur la partie coton, par exemple. 100% du coton à l'horizon 2026 sera soit biosourcé, soit recyclé. Donc, en fait, on a des mannes considérables à aller chercher partout dans le monde. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres retours d'expérience de votre côté? Nous aujourd'hui, les gens qui sont nos premiers clients, en tout cas, c'est les gens qui ont l'accès marché tout simplement au gisement. Donc, typiquement, le tissage de Charlieu ont en effet assez de gisements pour permettre de faire un centre de traitement. Ça, c'est les premiers. Après, on va retrouver d'autres collecteurs, par exemple, en Angleterre, ça va être Veolia, qui gère une grosse partie du gisement. On va retrouver, comme on dit, beaucoup de sociétés solidaires. Donc, c'est là aussi qu'il va falloir massifier tous ces collecteurs. Mais très clairement, les choses doivent se faire ensemble, on l'a dit, mais doivent se faire de façon massive, en tout cas en ce qui concerne notre filière. Après, je pense qu'elle est complémentaire aussi à d'autres filières. Mais si on veut donner vraiment, une matière recyclée disponible pour les grandes marques, il va falloir que ça soit des gisements assez importants. Et la traçabilité sera importante. Merci infiniment à tous les quatre. Est-ce que quelqu'un a une question dans l'assistance rapidement? On a 1 minute pour y répondre. Merci à tous pour ces super interventions, hyper passionnants. Moi, j'ai une question en fait. Alors, je sais que c'est beaucoup autour de la circularité, la discussion, mais moi, ce qui me préoccupe vachement aussi autour de la fast fashion, c'est la qualité des vêtements, des tissus pour la santé.
Et ça, je trouve qu'on en parle peu, en fait. C'est que finalement, tout ce qui est plastique, tout ça, c'est... Pour le coup, c'est mon micro, mais a priori, en tout cas, je peux répondre à cette question. Les années 2024-2025 sont les années des révélations, notamment par l'OCDE et l'Organisation mondiale de la santé, des conséquences des toxiques qu'il y a dans le vêtement, y compris donc les plastiques, les teintures, etc. Des microplastiques aussi. C'est pas réjouissant du tout. C'est catastrophique même. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est balbutiant en termes de connaissances en fait et de relations de cause à effet scientifiquement établies entre une exposition et l'arrivée de maladies. Néanmoins, il y a déjà toute une liste de cancérigènes, de perturbations endocriniennes, de troubles de la reproduction, en fait, de pathologies qui sont associées à ces expositions. La bonne nouvelle, c'est que le référentiel REACH, qui est la norme européenne qui détermine les seuils de toxicité des produits qui ont la possibilité ou pas de rentrer sur le marché en Europe, a été établi en 2007 et n'a pas été révisé depuis, ce qui est une catastrophe et ce qui explique ce pourquoi, enfin à mon sens, ça c'est un point de vue très perso, mais les produits d'ultra fast fashion malheureusement passent les frontières. Néanmoins, la révision est prévue pour l'année prochaine, horizon 2024. Donc voilà, il y a des chances pour que ce soit voilà, ça soit Et il y a seuil des soit relevé. élections européennes en 2024, donc n'oubliez pas que ça c'est un des enjeux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va libérer Julien si vous êtes d'accord. Merci à tous. Vous voulez continuer ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Sans Julien, visiblement. Eh ben merci beaucoup.